Bonjour. Excusez-nous, je crois qu'il y a eu un problème sur les horaires. On avait dit 11h30, en fait, c'est 11h45, mais merci d'avoir patienté. Ça nous a permis de régler notre petit problème technique. Bienvenue sur le salon Studirama, de la poursuite d'études et des masters, pour cette conférence consacrée à la plateforme et à la procédure Mon Master. Donc évidemment, on va s'appuyer sur un déroulé, mais le but est vraiment que vous posiez des questions. Je vais laisser le monsieur se présenter après, mais c'est son dossier, Mon Master, il connaît, donc n'hésitez pas. Le but est vraiment que vous puissiez poser des questions. Vous levez la main, je viens vous voir avec le micro pour que tout le monde puisse entendre. Je me présente brièvement, Julie Mlechko, moi je travaille à Studirama, je suis journaliste et je m'occupe du contenu que vous trouvez sur studirama.com et notamment sur Mon Master. Donc si moi aussi je peux répondre parfois, je le ferai volontiers. Voilà, je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation. Donc pour ma part, je suis Dimitri Champin, je suis le directeur du projet Mon Master. Et donc je suis là pour répondre au maximum de vos questions. Et si vous en avez d'autres, nous sommes aussi sur le salon, nous avons un stand. Donc j'y suis, mes collègues y sont, donc n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent après la conférence à vous rendre sur le stand pour en poser d'autres. Et puis j'ai quelques flyers ici, mais peut-être pas suffisamment pour vous tous, donc encore une fois, on a tout ce qu'il faut sur le stand. Alors, on va peut-être commencer par tout simplement présenter Mon Master. Qu'est-ce que c'est? Alors, effectivement, déjà les très grandes lignes de ce qu'est la plateforme, c'est la plateforme unique de candidature en première année de master. On définira un peu plus précisément ce que c'est qu'un master entendu au sens de Mon Master. En tout cas, c'est la plateforme unique. Pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place? Avant tout pour simplifier le travail des candidats. Il faut savoir qu'avant la création de Mon Master, c'est-à-dire au titre de la rentrée 2023, les étudiants qui voulaient entrer en master devaient candidater auprès de chaque établissement, avec des calendriers différents, avec des procédures différentes, avec des applications différentes, avec des pièces demandées différentes, etc. Donc c'était un parcours du combattant. J'ai des collègues qui y sont passés il n'y a pas si longtemps. C'était très complexe. Donc la première finalité, c'est celle-là, c'est simplifier la procédure de candidature en première année de master. La deuxième finalité, c'est une meilleure redistribution des places disponibles. Ce qui pouvait se passer aussi avant Mon Master, c'est qu'un candidat particulièrement brillant pouvait avoir 10 réponses positives à ses candidatures, donc 10 propositions d'admission, et puis ne pas se prononcer auprès des établissements, et donc garder 10 places jusqu'à la rentrée. Et puis, bien sûr, le jour de la rentrée, il devait en choisir une, mais ça faisait 9 places de perdues pour les autres candidats. Aujourd'hui, c'est plus possible. Avec la procédure Mon Master, un candidat n'occupe qu'une seule place. Donc voilà, avec ces deux grandes lignes, j'ai résumé le pourquoi de la création de Mon Master. Donc ce qui va se passer cette année, c'est que ça va être la 3e campagne de la procédure et de la plateforme, après la rentrée 2023, la rentrée 2024. Là, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la rentrée 2025. Une phrase importante sur ce slide, c'est que la plateforme n'examine pas les candidatures. Tout à fait. Oui, je vais rebondir là-dessus. C'est important que vous compreniez le fonctionnement de la plateforme. Là, je vous ai exposé tout ce qui changeait par rapport à la situation antérieure à l'existence de Mon Master. Ce qui ne change pas et ce qui est fondamental, c'est que ce n'est pas la plateforme qui examine les candidatures. Ce sont les établissements. La plateforme n'est qu'une courroie de transmission. Comme je vous l'ai dit, elle recueille vos candidatures, vos dossiers de candidature, et ensuite, ce qu'elle fait, c'est qu'elle les transmet aux établissements. Et comme avant, ce sont les commissions pédagogiques au sein des établissements, donc les enseignants, qui examinent les candidatures. De ce point de vue-là, il n'y a rien de nouveau. Et c'est très important à prendre en considération. Alors, plateforme Mon Master, encore faut-il redéfinir ce qu'est finalement un master? Tout à fait. Et donc ça, c'est une question très importante, surtout sur ce salon où vous avez plein de types d'écoles, plein de types d'établissements, universités aussi, et donc plein de types de diplômes. Le périmètre de Mon Master, finalement, il est assez simple à définir. C'est la porte d'entrée unique. Ça, j'insiste, parce que c'est obligatoire, si on veut candidater en master, de passer par Mon Master, comme c'était obligatoire pour rentrer dans le premier cycle universitaire de passer par Parcoursup 3 ans auparavant. Donc c'est obligatoire, mais seulement pour entrer en première année. Donc ça, c'est le premier critère. En première année de master, le passage de M1 en M2, il ne passe pas par Mon Master, il passe auprès de chaque établissement via leurs applications propres. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas vraiment les difficultés que j'exposais il y a 3 minutes, dans la mesure où la plupart du temps, on poursuit en master dans le même établissement et dans la même mention que la première année de master. Donc on ne s'occupe pas du passage de M1 en M2 qui finalement est assez
assez automatique dès lors que l'étudiant a validé sa première année de master. Donc ça, on s'en occupe pas. Donc nous, c'est là l'entrée en première année, donc le passage de la licence au master. Et ensuite, et c'était le sens de votre question, le périmètre des formations qui sont sur mon master est assez circonscrit. Il s'agit des formations qui conduisent à l'obtention du diplôme national de master. Alors qu'est-ce que c'est que le diplôme national de master? C'est, je formule autrement, le master universitaire. C'est ce qui s'inscrit dans le prolongement logique de la licence que vous pouvez obtenir en université. Ce qui exclut plein de diplômes d'école que vous allez trouver sur le salon par ailleurs. Des masters avec un accent grave, par exemple, qui peuvent bénéficier de certaines reconnaissances par l'État, par exemple par le ministère du Travail, quand vous avez, vous voyez, titre RNCP niveau temps sur un diplôme, c'est une forme de reconnaissance. Par contre, ce n'est pas un diplôme national au sens d'une reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur. Les diplômes nationaux sont reconnus par le ministère de l'Enseignement supérieur avec des critères de qualité exigeants. Donc, les diplômes que vous trouvez sur mon master, ce sont des diplômes nationaux. Diplômes nationaux de master, les diplômes universitaires. Donc, deux conséquences que je viens de vous dire, il y a un gage de qualité. Et deuxième conséquence, vous trouvez quasi exclusivement sur mon master des établissements publics, des universités. Ce qui au passage garantit des droits d'inscription très modestes, puisqu'on parle de 250 € par an, donc à mettre en regard de ce que peuvent demander des écoles privées. Et voilà pour l'essentiel, je pense, de ce qu'on peut dire sur le DNM. C'est important. DNM, diplôme national de master. Il est possible que j'emploie le sigle, l'acronyme pour la suite. On parlait des établissements publics, mais c'est vrai qu'il y a aussi quelques établissements privés qui sont en contrat. Et voilà, je pense que c'est une information importante. Oui, effectivement, je vous disais, c'est essentiellement, voire quasi exclusivement des établissements publics, et parmi les établissements publics, une immense majorité d'universités. Il y a quelques établissements privés, en particulier les instituts catholiques, parce qu'ils ne sont pas autorisés à délivrer le diplôme de master, diplôme national de master, mais par contre, ils peuvent conventionner avec un établissement public, une université qui, elle, délivrera in fine le diplôme. Donc, ce qui se passe, c'est que si vous trouvez la formation sur mon master, donc dans ces instituts catholiques, il y en a 6 ou 7 de mémoire, vous suivez les enseignements dans l'institut catholique, mais à la fin, vous avez bien un diplôme national, quand bien même vous auriez suivi votre cursus dans un établissement privé. Parce que l'établissement public qui est en convention avec l'établissement privé délivrera le DNM. Donc, même si vous voyez des formations qui vous intéressent dans des établissements privés et que ces formations sont sur mon master, vous avez la garantie d'obtenir un DNM, diplôme national de master, à la sortie. Juste, je me permets, je crois que des étudiants avaient eu la mauvaise surprise, en effet, de se dire je vais suivre un master de droit, sauf que c'était en convention avec l'université Luco d'Angers, par exemple, et en fait, la formation se suit à Angers. Donc, faites attention quand même, cliquez évidemment sur chaque fiche de formation pour vérifier où se situe, où se suit la formation pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Oui, tout à fait. Parmi les nombreuses informations que vous trouvez sur chaque fiche détaillée de formation, il y a les lieux d'enseignement. Et ça, c'est très important, on peut avoir des surprises. Il se peut qu'un établissement ait son siège social dans une ville. On pense par exemple à l'université de Lorraine, dont le siège social est à Nancy, mais certains des enseignements se passent à Metz. Donc là encore, c'est pas trop grave, c'est pas si loin que ça. Mais dans le cas spécifique de convention entre un établissement public et un établissement privé, il peut y avoir une très, très, très grande distance. On a des cours qui se passent à l'Institut catholique de Toulouse, mais qui sont en convention avec, de mémoire, possiblement avec une université qui se situerait à Lille. Donc vous pouvez voir diplôme délivré par l'université de Lille, mais attention, les cours ils seront à Toulouse. Donc faire très attention sur la fiche détaillée de formation, de voir le lieu d'enseignement et pas seulement le nom de l'établissement. Est-ce qu'il y a des questions arrivées à ce niveau-là déjà de la présentation? N'hésitez pas surtout. Hein. Alors la suite, qui est concernée finalement? Qui peut postuler aux formations disponibles sur mon master? Ah pardon, il y a une question. Une question? Ah, excusez-moi. Tenez. Est-ce que, comme sur la plateforme Parcoursup, le lieu de candidature, le lieu où on candidate est valorisé? Puisque par exemple, si on candidate en région parisienne, ça sera plus valorisé, on aura plus de chances d'entrer dans des universités parisiennes ou qui sont en Île-de-France. Est-ce que c'est le cas aussi pour la plateforme? Alors, question très intéressante. Merci. Effectivement,
Le principe de Parcoursup est proche du principe de mon master, avec l'idée que ce n'est pas Parcoursup qui examine non plus les candidatures, mais qui les transmet aux établissements concernés. Mais effectivement, il y a une grosse différence entre Parcoursup et mon master, c'est que dans Parcoursup, il y a d'autres critères que les critères académiques qui sont pris en considération. Le fait que vous soyez boursier ou non, et comme vous le dites, effectivement, des critères géographiques. Sur mon master, c'est absolument pas le cas. Donc vous pouvez, il n'y a aucune limite et aucun biais en tout cas, en fonction de votre lieu de résidence, du lieu où vous avez effectué votre licence. Donc ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Par contre, et ça c'est à la main des établissements, il se peut qu'un établissement favorise les candidats qui ont obtenu leur licence dans tel ou tel établissement particulièrement prisé. Ça, mais alors là, encore une fois, c'est complètement à la main des établissements. Il ne s'agit pas de mon master. Dans mon master, rien d'autre que les questions qu'on vous pose sur votre cursus, votre CV, votre lettre de motivation. Aucun autre critère n'est pris en considération. Et je crois que certains établissements notifient en fait s'ils vont réserver un certain nombre de places à leurs étudiants. Pas tous, ils ne sont pas obligés de le faire, mais certains le mettent, donc vous avez aussi l'information sur les fiches. Qui peut s'inscrire sur la plateforme Mon Master? Alors, vous l'aurez compris quand je disais que mon master permet d'obtenir le diplôme national de master, le public cible principal, ce sont les candidats qui disposent d'un diplôme national de licence. Quand je dis qu'ils disposent d'un diplôme national de licence, bien sûr, qui en disposent ou qui vont l'obtenir. Parce qu'au moment, on va avoir une slide sur le calendrier un peu plus tard, au moment où on candidate, l'immense majorité des candidats n'ont pas encore leur diplôme national de licence, puisque vous verrez la phase de candidature, elle est en cours d'année, et le diplôme, on l'obtient à la fin de l'année. Donc le public cible, c'est le public, j'ai envie de dire, de L3 en fait. C'est-à-dire qui a eu une L3, enfin qui a été en troisième année de licence une année antérieure et qui dispose déjà de son diplôme national de licence, ou dans le cas le plus fréquent, un étudiant qui est en ce moment à L3 et qui compte bien obtenir son diplôme national de licence à la fin de l'année. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire, le cœur de cible de la plateforme. Néanmoins, tous les diplômes de niveau Bac plus 3 vous permettent de candidater via la plateforme. Ensuite, ça rejoint un peu ce que je vous disais sur le fait qu'un établissement peut valoriser tel ou tel cursus antérieur. Charge à l'établissement d'estimer à ses yeux la valeur du diplôme de niveau Bac plus 3 dont vous disposez. Encore une fois, pour tout ce qui est processus de recrutement à proprement parler, les clés sont entre les mains des établissements. Voilà. Mais donc, cœur de cible, évidemment, tous les candidats qui sont aujourd'hui en L3, mais tout candidat qui dispose ou qui va obtenir en fin d'année un autre diplôme de niveau Bac plus 3 est tout à fait légitime pour postuler sur mon master. Un cas qui me vient à l'esprit, c'est les étudiants qui sont en BUT. C'était la première fois qu'on avait cette année des étudiants diplômés de BUT, et on a vu que leur taux d'admission en master était bon, entre 50 et 60%, alors que théoriquement c'est une formation qui doit au premier chef déboucher sur une insertion professionnelle. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir de la slide qui vient de disparaître, qui va revenir, c'est Bac plus 3. Voilà. Bac plus 3 ou plus, évidemment. On peut aussi se réorienter. On peut avoir déjà fait un M1, se dire « Ah ben non, c'est pas le M1 qu'il fallait » et recandidater pour essayer d'entrer dans un autre M1. M1, première année de master. Est-ce que les étudiants étrangers, c'est une question qui revient souvent, peuvent aussi postuler sur mon master et dans quelles conditions? Alors la réponse est oui, mais elle est un petit peu compliquée, la réponse. Donc, qui peut postuler sur mon master? Les candidats français, de nationalité française, les candidats de nationalité européenne, entendu au sens large, c'est-à-dire également Andorre, Suisse, Monaco. Les candidats de nationalité extra-européenne, mais qui résident en France. Donc ça, c'est l'essentiel des candidats qui peuvent passer par mon master. Il y a encore un autre cas de figure, c'est des candidats de nationalité extra-européenne qui vivent à l'étranger, mais dont le pays n'est pas couvert par études en France. Je vous explique, c'est-à-dire que pour les candidats de nationalité étrangère résidant à l'étranger, donc quand je dis étranger, c'est extra-européen, la porte d'entrée vers les études supérieures en France, c'est une procédure qui s'appelle études en France. Il se trouve qu'il y a quelques pays qui ne sont pas couverts par études en France. Dans ces cas-là, il faut passer par mon master. Voilà. C'est des cas un peu limites. Ce qu'il faut retenir,
c'est que si vous résidez en France, vous passez par mon master, et si vous êtes de nationalité française, vous passez par mon master, et si vous êtes de nationalité extra-européenne, mais que vous résidez en France, vous passez aussi par mon master. Je pose la question parce qu'on est un site international, donc ça s'impose. Les étudiants étrangers. Le calendrier maintenant, c'est très important. Mon master, c'est aussi une procédure avec des dates, des deadlines à suivre pour ne pas rater le process. Oui, alors c'est peut-être là-dessus que je vais rester le plus longtemps parce que c'est très important effectivement de ne pas rater les dates clés. Et puis il y a un certain nombre de choses à savoir pour bien comprendre comment ça va se passer. Pour ceux d'entre vous, et ça doit être la majorité d'entre vous qui est déjà passé par Parcoursup, vous allez reconnaître des choses très très proches de ce qui se passe sur Parcoursup. On n'a pas réinventé la poudre. Néanmoins, il y a des petites finesses, donc je m'excuse par avance si je suis un peu long, mais il est important de vous faire passer un certain nombre d'informations sur ces sujets. Donc première date à retenir, c'est le 3 février. Le 3 février, c'est la publication de l'offre de formation pour la rentrée 2025. Donc celle à laquelle vous allez candidater. Aujourd'hui, si vous allez sur l'adresse monmaster.gouv.fr, vous trouvez l'offre de 2024, donc celle qui concerne la rentrée précédente. À partir du 3 février, vous trouverez la nouvelle offre. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur mon master, hein, c'est intéressant parce que l'offre n'est pas révolutionnée d'une année sur l'autre. Donc ce que vous allez trouver, ça vous permet déjà de vous familiariser avec l'offre, mais vraiment l'offre à laquelle vous pourrez candidater, elle sera en ligne le 3 février. Donc c'est la première date importante, doublement importante parce que non seulement vous allez pouvoir commencer vous allez voir, on va complètement refondre cette année le portail d'information, avec cette nouveauté importante, c'est que vous pourrez, comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, faire votre marché, regarder toutes les formations qui sont susceptibles de vous intéresser, mais en plus, vous pourrez commencer à préparer votre candidature. Parce que ce qu'on affiche cette année, ce qu'on n'avait pas réussi à faire les années précédentes, c'est dès le début février, afficher les pièces et informations complémentaires qui sont demandées par les établissements. Je m'explique. Sur mon master, encore une fois, le but c'est de faciliter la tâche des candidats. Donc, bien sûr, on a prévu un dossier commun à toutes les candidatures. Ce que je vous disais tout à l'heure, le nom, l'adresse, le CV, etc. Ça, c'est commun à toutes les candidatures. Vous n'avez pas à le ressaisir à chaque fois que vous candidatez dans un nouveau master. Néanmoins, chaque responsable de master a la latitude de vous demander quelques pièces ou informations complémentaires. Parfois, ce sont des pièces ou des informations qui sont longues à réunir ou à remplir. J'ai quelques exemples des années passées où on pouvait demander des fiches de lecture, par exemple. Qui dit fiche de lecture dit d'abord avoir lu l'ouvrage et puis ensuite avoir rédigé la fiche. Donc, si on s'y prend la veille de la fin de la phase de candidature, c'est foutu. Donc, important, dès le 3 février, non seulement regarder les formations qui vous intéressent, mais également vous pencher sur les éventuelles pièces et informations qui sont demandées pour candidater dans telle ou telle formation. Et je souligne vraiment ce point de ne pas s'y prendre au dernier moment. Ensuite, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions sur chacune des phases que je décris, sinon on prendra vos questions ensuite, mais n'hésitez pas. Donc ensuite, 25 février, deuxième date importante, début de la phase de candidature à proprement parler. C'est là que vous pouvez commencer à déposer dans la plateforme et à saisir dans la plateforme toutes les informations et toutes les pièces qui vous sont demandées pour candidater. Vous avez un mois pour le faire, puisque c'est du 25 février au 24 mars. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une période à ne vraiment pas négliger. Alors, je sais que vous avez d'autres choses à faire, il y a les partiels à préparer, les cours à suivre, mais c'est un vrai travail, pour ceux qui sont passés par Parcoursup, vous le savez, un vrai travail de candidater, et en particulier en master. Parce que, comme vous le savez sans doute, les effectifs en master, ils sont réduits. On a beaucoup de masters à 20 étudiants, 30 étudiants, 40 étudiants. Autant dire que les responsables de master ne veulent pas se tromper dans leur recrutement et font du recrutement sur mesure. Donc, il y a du travail à faire pour bien candidater, pour saisir toutes les informations qui sont demandées, fournir toutes les pièces. Donc voilà, je crois que j'ai suffisamment souligné le point, mais prenez-vous suffisamment à l'avance. Le fait que vous participiez à un salon, c'est déjà bon signe, c'est que voilà, vous vous préoccupez de votre avenir en master. Donc sur ces phases, je pense que j'ai dit l'essentiel. Vous aurez quelques flyers, et puis là il est un peu petit, mais vous l'avez à l'écran. La troisième phase, c'est la phase jaune. C'est la phase d'examen des candidatures. Donc c'est une phase durant laquelle les candidats ont moins de choses à faire par définition, puisque c'est le moment où vos dossiers de candidature ont été transmis aux établissements et où les établissements les examinent. Donc là, j'ai envie de dire, la phase jaune, c'est la phase où les établissements travaillent. C'est une phase qui dure 2 mois.
du 31 mars au 1er juin. Néanmoins, important à savoir, comme je vous le disais, le recrutement master, c'est du recrutement sur mesure, qui est fait dans la dentelle. Donc, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a des convocations à ce moment-là, dans cette phase jaune. Donc, ce n'est quand même pas de tout repos pour les candidats, puisque vous pouvez être convoqué à des entretiens oraux, des entretiens en visio, des examens, des concours, selon les formations dans lesquelles vous candidatez. Donc, si j'ai un conseil à vous donner sur cette période jaune, c'est continuer à vous rendre régulièrement dans votre dossier candidat, continuer à regarder vos mails, continuer à regarder vos SMS. Donc, la plateforme envoie un maximum de mails, un maximum de SMS pour qu'aucune phase ne soit manquée. Soyez vigilants néanmoins. On n'est jamais à l'abri d'un fournisseur de mails, je pense à Gmail en particulier, qui décide du jour au lendemain de blacklister les mails qui sortent de vos masters. Donc vraiment être vigilant sur les 3 fronts, la plateforme, les mails, les SMS. Donc il faut être tout notre possible pour informer au maximum les candidats, mais voilà, faut que le candidat joue le jeu également. Je vais dérouler toute la procédure sans parler de l'alternance, c'est peut-être le plus simple, et peut-être ensuite faire un focus sur l'alternance parce qu'il y a des modalités spécifiques, puisque bien sûr il faut trouver un contrat. Mais là, on va, pour la meilleure compréhension, on va peut-être se concentrer sur vraiment les candidatures qu'on appelle classiques, c'est-à-dire hors alternance. Donc pour ces candidatures classiques, on peut passer à la phase rose, qui est la phase d'admission. Et c'est là que l'expérience Parcoursup vous permettra d'être d'ores et déjà familier de ce qui se passe sur mon master. Dans cette phase rose, c'est la phase où les candidats reçoivent les réponses des établissements. Donc ce qui se passe, c'est que le 2 juin, toujours pour les candidatures classiques, le 2 juin, les candidats reçoivent leurs réponses des établissements. Ces réponses peuvent prendre plusieurs formes. Dans le moins bon des cas, un refus. Donc voilà, la formation n'a pas jugé que vous répondiez aux attendus nécessaires pour la suivre avec succès. Deuxième cas de figure, le plus favorable, vous êtes admis dans la formation. Donc là, si c'est la formation de vos rêves, c'est bien simple, vous l'acceptez définitivement et vous allez vous inscrire auprès de l'établissement, la procédure est terminée. Donc début juin, il est possible que la procédure soit terminée, si tout se passe pour le mieux. Et puis il y a le cas intermédiaire, c'est vous êtes placé sur liste d'attente. C'est que l'établissement a estimé que vous répondiez aux attendus de la formation. Néanmoins, il vous a attribué un rang de classement qui est inférieur à un certain nombre de candidats placés devant vous et qui occupent plus de place pour le moment. Donc ce qui se passe ensuite dans le process, c'est que vous allez monter sur la liste d'attente, peut-être jusqu'à recevoir une proposition d'admission. Donc ça, c'est les 3 réponses que vous allez pouvoir recevoir à toutes vos candidatures dès le 2 juin. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à ces différentes réponses? Donc si c'est un refus, vous ne faites rien, c'est fini pour cette candidature-là. Si c'est une proposition d'admission, vous avez 2 possibilités. Soit, comme je vous le disais, c'est vraiment une proposition qui vous intéresse, vous l'acceptez définitivement, soit vous l'acceptez provisoirement. Je vois des têtes qui se hochent. Oui, ça ressemble beaucoup à Parcoursup, c'est exactement la même chose sur Parcoursup. Vous l'acceptez provisoirement. Quel est l'intérêt de l'accepter provisoirement? C'est que vous gardez vos places sur liste d'attente. Et si vous gardez vos places sur liste d'attente, vous pouvez voir votre rang monter dans la liste d'attente et peut-être obtenir une proposition d'admission dans une formation qui vous intéresse davantage que celle pour laquelle vous aviez reçu une proposition d'admission. Donc vous avez cette possibilité qui existe aussi sur Parcoursup. Bon, j'empiète peut-être sur les quelques pages postérieures, on verra s'il y a des redites, mais je vous dis d'ores et déjà que comme sur Parcoursup, et dans le but de redistribuer au mieux les places, puisque comme je vous l'ai dit, c'est quand même un des objets majeurs de la plateforme, vous avez un délai très contraint pour répondre. D'abord J+3, puis J+2, puis J+1, et ensuite pendant toute la suite de la période rose, J+1. C'est-à-dire que vous recevez une proposition d'admission le mardi matin, vous avez jusqu'au mercredi soir, 23h59, pour y répondre. Donc là, pour le coup, je vous disais d'être attentif pendant la période jaune. Là, pendant la période rose, il faut tous les jours aller regarder la plateforme. Sauf si, encore une fois, vous avez déjà eu, dès le 2 juin, une réponse qui vous convenait et que c'est terminé. Mais si vous voulez effectivement voir vos places évoluer, faire votre choix pour une formation pour laquelle vous étiez placé en liste d'attente, oui, soyez très vigilants. Et enfin, tout ce qui se passe dans la période grise. La période grise, elle concerne tous ceux qui n'auraient pas trouvé chaussures à leurs pieds pendant la phase principale d'admission, donc la période rose. La période grise, c'est la phase complémentaire.
Alors la phase complémentaire, elle peut servir à plusieurs choses. Elle peut servir à des candidats qui auraient raté les dates de la procédure. Je ne le souhaite à personne ici, mais voilà, j'ai raté la phase de candidature, j'ai candidaté à rien. Bon, j'ai une deuxième chance, phase complémentaire. Bien sûr, je ne vous conseille pas d'attendre la phase complémentaire, dans la mesure où ce qui reste en phase complémentaire, c'est les formations dans lesquelles il reste des places. Donc les formations les moins attractives, les formations les moins demandées. Donc bien sûr, n'attendez pas la phase complémentaire pour candidater. Mais voilà, si on rate le coche, il y a encore cette possibilité-là. Donc c'est le premier intérêt de la phase complémentaire. Le deuxième, c'est de permettre à des gens qui avaient bien participé à la phase principale de candidater dans d'autres formations. Ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire, j'ai candidaté dans des formations en phase principale et en phase complémentaire, j'ai d'autres possibilités de candidater dans les formations dans lesquelles il reste des places. Pourquoi ces deux temps? Parce qu'il y a quelque chose que je ne vous ai pas encore dit, c'est que le nombre de candidatures est limité. En phase principale, on a le droit à 15 candidatures, et oui, effectivement, je crois qu'on a une slide qui parle de ça, 15 candidatures en formation en alternance et 15 candidatures en formation classique. Donc ça, voilà, c'est limité. La période grise complémentaire vous donne à nouveau 10 vœux dans des formations classiques et 10 vœux dans des formations d'alternance. Donc ça peut servir à ça, la phase complémentaire. Un petit focus sur les vœux, ce qu'on appelle des vœux. Alors c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est intéressant à savoir. Quand je dis 15 vœux et 15 vœux en phase principale et 10 vœux et 10 vœux en phase complémentaire, ça ne veut pas dire 15 candidatures et 10 candidatures. Un vœu, ça peut recouvrir plusieurs candidatures. Qu'est-ce que c'est qu'un vœu? Ça correspond à une mention dans un établissement. Un exemple, je candidate en droit privé à Paris 1, ça me fait un vœu. Je candidate en droit privé en plus à Paris 2, ça fait 2 vœux. Je candidate en histoire à Paris 1, ça fait 3 vœux. Voilà. Donc ça, c'est simple. Néanmoins, si vous connaissez un peu la façon dont les formations sont structurées à l'université, au sein d'une mention, donc droit privé ou histoire, il existe plusieurs parcours. En droit privé, alors je ne suis pas spécialiste du droit, mais voilà, on peut imaginer droit européen, droit fiscal, droit international, etc. Donc c'est autant de parcours. Si je candidate dans tous les parcours de cette mention droit privé, c'est toujours un vœu. Donc en fait, derrière cette notion de 15 vœux se cache beaucoup plus de candidatures possibles. Pour l'anecdote, l'année dernière, on a eu une candidate qui a fait 93 candidatures. Donc on est loin du maximum de 15 en fait. Alors, je ne vous conseille pas forcément de faire 93 candidatures. Voilà. Si vous avez le niveau, vous serez pris sans en faire 93. Mais donc voilà, c'est important de savoir que 15 vœux, ce n'est pas 15 candidatures. Et j'en reviens à ma phase grise, donc à la phase complémentaire. La dernière possibilité ou le dernier intérêt de la phase complémentaire, c'est le suivant. Vous avez participé à la phase principale, vous êtes toujours sur liste d'attente, et vous vous dites, c'est quand même dommage, j'ai monté sur la liste d'attente, je suis deuxième sur la liste d'attente, et la phase principale se termine, je vais rater cette admission dans cette formation qui m'intéresse beaucoup. Vous avez la phase complémentaire qui vous permet de continuer à voir vos propositions d'admission évoluer. Donc ça peut être une des raisons pour laquelle on participe à la phase complémentaire. Peut-être dernière chose à dire sur la phase complémentaire, pour y participer, c'est très important, pour y participer, il y a une condition à remplir, et vous aurez le calendrier détaillé dans le flyer, c'est de classer vos candidatures par ordre de préférence. Si vous ne classez pas vos candidatures par ordre de préférence, vous ne participez pas à la phase complémentaire. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Pour, encore une fois, mieux redistribuer les places. À ce stade, pardon? Non, en phase principale, ce n'est pas la peine. C'est vraiment une règle qui ne concerne que la phase complémentaire. Parce que l'idée, c'est la suivante. Si vous obtenez une proposition d'admission pour le vœu que vous avez classé numéro 3, le 4, le 5, le 6, le 7 sont redistribués à d'autres candidats. L'idée est la suivante, c'est qu'on est en phase complémentaire, on se rapproche petit à petit de la rentrée universitaire, on veut que les places soient redistribuées au mieux. C'est pourquoi, en phase complémentaire, on demande de classer. Et c'est important, c'est pas long à faire, je préfère celle-là, je la mets numéro 1, voilà, c'est pas long à faire. Mais c'est crucial parce que sinon, vous ne participez pas à la phase complémentaire. Alors, avant d'attaquer peut-être les petits points concernant l'alternance, parce que l'alternance en master, c'est quand même bien développé, peut-être des questions sur toutes ces phases? Oui? On va prendre les deux questions. Un micro, je crois. Je pense que vous m'entendez. La phase on peut accepter provisoirement, Oui. on peut l'accepter provisoirement pendant combien de temps?
Alors, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite si vous participez à la phase complémentaire. C'est ce que j'expliquais dans mon dernier cas de figure. C'est-à-dire, vous l'avez accepté provisoirement et à la fin de la période, bon, ce qui est à l'écran, donc la période d'admission, à la fin de la période d'admission, vous vous dites, j'aimerais bien continuer encore, j'ai envie de dire, à jouer. Enfin, je suis bien sur ma liste d'attente, j'ai envie de voir si ça se transforme en proposition d'admission. Eh bien, vous pouvez même conserver votre acceptation provisoire en phase complémentaire. Et donc, ça peut aller jusqu'au bout de la phase complémentaire. Alors, à la fin de la phase complémentaire, par contre, elle devient automatiquement une proposition acceptée définitivement. La phase complémentaire se terminant mi-juillet. Donc, ça vous laisse quand même du temps. Mais si vous voulez faire ça, comme je le disais, surtout la phase importante, c'est classer par ordre de préférence vos candidatures pour pouvoir participer à la phase complémentaire. Alors, j'en ai 3. Allez-y. Oui. Avant de poser ma question, est-ce que vous confirmez qu'une fois qu'on a obtenu sa licence, on ne peut pas redoubler? Non, la réglementation ne permet pas de redoubler sa licence. Alors, je connais moins le cycle licence que le cycle master, mais je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'on ne peut pas redoubler sa licence si on a obtenu sa licence. On pourrait imaginer effectivement de redoubler sa licence pour obtenir de meilleurs résultats et avoir plus de chances d'intégrer le master de son choix. Mais je ne crois pas que la réglementation le permette. Et dans ce cas-là, c'est soit on trouve un truc en phase complémentaire, soit on sabote une offre pour commencer. Alors, ce qui peut se passer, c'est que vous pouvez. Alors là, c'est le. Là, c'est dans le cas où vous êtes refusé, c'est ça? C'est ça, vous oui, imaginez que vous êtes le pire des refusé cas. sur les vœux qui vous intéressent? Si on a fait un mauvais premier semestre et qu'on suit le deuxième semestre, on réussit vraiment super bien, on est obligé de passer par la phase complémentaire. Et c'est soit on réussit à trouver quelque chose qui nous convient dans la phase complémentaire, soit il faut saboter ses notes au semestre 2 pour refaire une. Non. Alors ça, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens pour vous conseiller de saboter vos notes au semestre 2. Vraiment, le mieux, c'est quand même d'obtenir son diplôme national de licence. Si on a le temps, je pourrais vous parler d'autres procédures, en plus de la phase complémentaire, postérieure à la phase complémentaire, qui permettent, j'ai envie de dire, du repêchage, encore. Mais non, ne sabotez rien. Oui, de rien sabotez saboter, surtout de rien saboter. Non. J'ai remis des piles dans mon micro. Il y avait d'autres questions. Donc il y avait d'autres questions. Monsieur. Alors, j'ai deux questions. La première, c'est sur mon master. Sur Parcoursup, il y avait un oui, mais sous certaines conditions, il était accepté. Est-ce qu'il y aura la même chose sur mon master ou pas du tout? Alors je pense que c'est plutôt le oui-si. Oui. Oui, le oui-si, voilà. Non, il n'y a pas ce système-là pour le master. Soit vous êtes pris et vous rentrez en M1, soit vous n'êtes pas pris. Et la deuxième, c'est en fait, est-ce qu'on peut créer notre compte sur mon master dès maintenant et il faut attendre le fin février ou voir le 25 on va candidater? Alors effectivement, c'est en début de phase bleue que vous pouvez créer votre compte. Entre le 3 février et le 25 février, vous êtes seulement en phase de consultation. Vous consultez l'offre. Comme je l'ai dit, vous pouvez très bien commencer à réunir les pièces et informations qui vous seront demandées pour candidater. Mais vraiment, la création du compte candidat à proprement parler, c'est le début de la phase bleue, le début de la phase de candidature, le 25 février. Non. Et si on avait déjà créé un compte, vous allez pouvoir... Oui, il faut recommencer. Tout à fait. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il est possible, c'est possible, mais en tout cas, il n'y a pas de limite. Là, vous pouvez recandidater plusieurs années si malheureusement vous n'avez pas trouvé de master une première année. On a une autre question. Au moment de la phase d'admission, vous devez être vigilant vis-à-vis des mails qu'on peut recevoir. Et dans quel contexte on peut recevoir des mails sur la phase d'admission où eux, de leur côté, ils viennent de dossier de candidature, ils passent à recevoir des mails ici? Alors, pendant la phase d'examen, les établissements examinent les candidatures, effectivement. Là, vous pouvez être contacté, donc la phase jaune. Je vais le remettre. Oui, vous pouvez être contacté pour être convoqué, comme je le disais, pour un oral ou pour des épreuves écrites. Voilà, donc c'est dans la phase jaune. Dans la phase jaune, donc la phase d'examen, vous pouvez être contacté, c'est pour ça qu'il faut être vigilant. Et pendant la phase d'admission, vous êtes contacté la plupart du temps quand il y a une bonne nouvelle. C'est-à-dire, vous aviez une place sur les attentes, on vous informe que depuis ce matin, parce que la machine travaille la nuit, depuis ce matin, elle s'est transformée en proposition d'admission et il faut vous dépêcher de vous rendre sur la plateforme pour y répondre. Mais aussi, vous demandez, la phase de notre première phase du 3 février, c'est à ce moment-là qu'on insère nos informations globales, nos informations? Non, c'est vraiment une phase d'information, de consultation, comme je le disais à l'instant, consultation, information. Vous prenez connaissance de l'offre de master pour la rentrée 2025, au passage des pièces qui vous seront demandées, et c'est seulement à partir du début de la phase bleue, donc 25 février, que vous créez votre compte
et que vous fournissez votre CV, vos données d'état civil, enfin tout ce qui vous est demandé. Merci. Moi, j'ai une petite question, à savoir si les écoles et les universités, vous voyez la date de dépôt de candidature. Non, question très intéressante et qui nous est posée souvent. La date à laquelle vous finissez de compléter votre dossier, donc pendant la phase de candidature, n'a aucun impact sur la façon dont cette candidature va être examinée par l'établissement. Il n'y a pas besoin de se dépêcher dans la phase bleue. De toute façon, toutes les candidatures sont transmises le même jour aux établissements, à la fin de la phase bleue, sans que la date ne leur soit communiquée. Donc non, aucun enjeu. Ce qui ne veut pas dire, encore une fois, quitte à me répéter, qu'il faut attendre la toute fin de la phase de candidature pour candidater. Oui. On a une autre question ici et je prendrai le monsieur devant. Je voulais savoir la liste exacte des pièces qui sont nécessaires que l'on peut déjà préparer avant l'ouverture de l'anniversaire sur les pièces d'identité, etc., les candidatures CV, l'état civil, comme vous l'avez dit. Oui, alors ce qui est important à bien comprendre, quitte à me répéter, c'est qu'il y a d'une part les pièces qui vous sont demandées par mon master, qui constituent le dossier commun à toutes vos candidatures, et ensuite toutes les pièces et informations, et c'est là qu'il y a vraiment du travail à faire, demandées par les établissements. Et là, puisque chaque responsable de formation a la main sur les pièces qu'il demande, je ne peux vous donner aucune information sur ces pièces-là. Par contre, je peux vous donner des informations sur les pièces et informations demandées dans le dossier commun. Alors, je ne vais pas être exhaustif, parce qu'il y a vraiment beaucoup de rubriques, mais essentiellement, il y a très peu de pièces à proprement parler qui vous sont demandées. Il y a le CV, les relevés de notes, des 3 années, de tout votre cursus post-bac, en fait. Donc, dans le cas le plus fréquent, c'est les 2 semestres de L1, les 2 semestres de L2 et le premier semestre de L3. Voilà. En termes de pièces, donc j'ai dû dire le CV, les relevés de notes, et c'est sans doute à peu près tout. Le reste, c'est des choses à saisir, c'est pas des pièces. Ce qu'on vous demande, c'est bien sûr toutes les données d'état civil, nom, adresse, etc. Tout le détail de votre cursus post-bac. Donc vraiment important, parce que ça, s'il y a bien quelque chose que les établissements regardent, c'est ça. C'est tout votre cursus depuis le bac. Donc vraiment renseignez toutes les années que vous avez faites et remplissez tous les champs, donc dans quel établissement, dans quel type de formation, etc. Et puis, ça c'est vraiment l'essentiel. Et puis vous avez vraiment des champs pour renseigner tout ce qui concernerait une situation particulière. Situation de handicap, sportif de haut niveau, artiste confirmé, une rubrique pour signaler vos éventuels engagements citoyens. Voilà, pour les grandes lignes, mais encore une fois, de mémoire, je ne peux pas vous donner tous les champs parce que c'est assez touché. Au niveau du relevé de notes demandé pour toute la partie post-bac, c'est un détail de matière les yeux qu'on a validé. Sauf exception, enfin en tout cas dans un cursus universitaire classique en licence, vous avez un relevé de notes semestriel. Voilà. Donc ce qu'on vous demande dans le cas le plus commun que j'évoquais à l'instant, c'est de faire un PDF avec vos 5 relevés de notes, les 2 de L1, les 2 de L2 et le premier de L3. Si on a eu une année après le bac, finalement, enfin, on a fait une année d'études, on a arrêté, on a fait autre chose. Est-ce que sur mon master, cette année doit être... Est-ce qu'on mentionne quelque part le fait d'avoir fait une année blanche beaucoup de changer. Si, c'est tout à fait clair. Oui, ce qu'on vous demande, c'est vraiment toutes les années de cursus post-bac, y compris celle qui peut être une EL1, puis finalement on s'est rendu compte qui a été abandonnée. Oui. C'était la même. D'autres questions? Ici. Je voulais savoir si les établissements avaient accès à d'autres candidatures. Grand sujet. La réponse, c'est non. C'est même fixé par la réglementation. On a vraiment écrit dans le code de l'éducation que les établissements n'ont pas le droit de vous demander, donc non seulement la plateforme ne leur communique pas, mais les établissements n'ont pas le droit de vous demander ni de hiérarchiser vos candidatures. Donc vous candidatez chez moi, mais est-ce que c'est vraiment votre candidature préférée? Est-ce que vous ne préférez pas l'université d'à côté? Donc ça, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont même pas le droit de vous demander où vous avez candidaté par ailleurs. Donc non, la plateforme ne vous le demande pas et les établissements ne doivent pas vous le demander. Et nous, quand je dis nous, donc moi, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur donc qui pilote le master, on s'efforce, alors il peut y avoir des trous dans le filet, mais on s'efforce de vérifier avant la publication des offres que
aucune question posée par les établissements ne relève de ça. Est-ce que vous avez candidaté ailleurs? Est-ce que vous préférez notre formation à celle d'à côté? Voilà. Donc on vérifie. Si jamais le cas se présente, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Donc vous avez deux façons de nous contacter. Vous avez un numéro vert qui est mis en place par l'ONICEP. Donc là, je n'ai pas le numéro en tête, mais vous le trouvez sur monmaster.gouv.fr. Un numéro vert, ça c'est pour les questions peut-être d'ordre général. Et puis si vous avez des questions peut-être un peu plus pointues sur votre candidature, vous avez un outil de contact par mail que je vous préconise d'utiliser, qui sera sur la plateforme. Et puis en fonction de la question que vous poserez, ça sera orienté vers l'ONICEP si c'est une question d'orientation, vers l'établissement concerné si c'est une question sur les détails de telle ou telle formation, et puis vers les rectorats si c'est une question sur les sujets qu'on aborde aujourd'hui, c'est-à-dire comment fonctionne mon master, qu'est-ce que c'est que mon master, quel est le calendrier de mon master. Ce que vous dites, c'est aussi valable pour la hiérarchisation en phase complémentaire, c'est-à-dire les établissements ne sont pas au courant de l'ordre choisi par le candidat. Oui, parce que là, pour le coup, nous, on vous le demande, pour les raisons que je vous ai exposées, de meilleure redistribution des places. Par contre, les établissements n'en ont pas connaissance. Une question là et là. Si jamais on a oublié, est-ce qu'on met notre relevé de notes de l'année qu'on n'a pas validée? Oui. Donc la question précédente, c'est est-ce que je signale toutes les années de mon cursus post-bac? La réponse est oui. Votre question, c'est sur les relevés de notes? Oui, la réponse également. Vous mettez tous vos relevés de notes. Là, pour le relevé de notes, justement sur le semestre qui est en cours, si on met un bulletin provisoire du coup, de ce semestre, ça passera ou il faut vraiment avoir le bulletin final qui est... Alors, le mieux, c'est d'avoir le bulletin. Il y a quelques établissements qui étaient un peu retardataires les premières années, qui tardaient. Alors, ce qu'il faut surtout, c'est ne pas hésiter à utiliser les moyens de contact que j'ai évoqués à l'instant, parce que nous, on peut prendre la tâche de l'établissement ou de la formation qui est un peu retardataire pour leur signaler qu'il s'agirait de fournir les relevés de notes le plus vite possible. Et ce n'est pas un cas abstrait, ça nous est arrivé lors de la première campagne notamment. Donc oui, pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut vraiment avoir les relevés de notes les plus officiels possibles, les plus définitifs possibles. Donc si vous voyez que votre responsable de formation tarde à vous le fournir, contactez-nous par mail. Au premier rang. C'est une question un peu plus précise, je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais est-ce que les relevés de notes doivent être impérativement en français ou bien si dans une autre langue, ça peut passer? Non, ils doivent être en français. On demande une traduction dans le cas où c'est un cursus à l'étranger ou du moins dans une langue étrangère. On demande une traduction. Une autre question avant qu'on aborde peut-être l'alternance, qui est un cas particulier. Bon. Alternance alors. Très bien. Je vous confie la tâche de garder le temps, pour pas qu'on soit trop long. On est bon. C'est bon, parfait. Alors oui, un focus sur l'alternance, c'est une voie qui intéresse de plus en plus de candidats, on le voit sur le stand. Donc il y a quand même des spécificités très marquées pour l'alternance, comparé à ce que je viens de vous dire. Donc, phase de consultation de l'offre, ça ne change pas. Phase de candidature, ça ne change pas. C'est ensuite que ça change, à partir de la phase jaune. Simplement pour vous rappeler le principe, c'est que pour intégrer une formation d'alternance, il faut remplir 2 critères. Non seulement, comme pour les formations classiques, avoir un niveau académique suffisant pour être admis par l'établissement, bien entendu, mais aussi disposer d'un contrat avec une entreprise. Puisque, comme vous le savez, l'alternance, c'est en partie à l'université, dans notre cas, et puis en partie dans l'entreprise. Donc, comment ça s'organise sur mon master? Donc, phase verte, pas de changement. Phase bleue, pas de changement. Début de phase jaune, pas de changement. C'est-à-dire que pendant le premier mois de la phase jaune, donc j'enlève mes lunettes pour lire mon flyer. Le premier mois, donc tout le mois d'avril en fait, vous pouvez être convoqué donc pour des entretiens, des examens, des concours, comme je vous l'expliquais. Donc jusqu'à la moitié de la phase jaune, pas de changement. Au milieu de la phase jaune, les candidats en alternance reçoivent leurs réponses. Donc là, ce qui est une grosse différence avec les candidatures classiques, puisque pour les candidatures classiques, c'est au début de la phase principale d'admission, c'est-à-dire la phase rose. Donc un mois après le début de la phase d'examen, les réponses sont communiquées aux candidats en alternance. Pourquoi? Justement pour leur laisser le temps de trouver un contrat. Pendant 6 semaines, donc ce qui se passe le 2 mai, c'est que là où vous ne recevez pas une proposition d'admission, vous recevez un placement en recherche de contrat.
Donc ça veut dire que l'établissement a estimé que vous répondez aux attendus de la formation, pour le dire vite, vous aviez le niveau, maintenant charge à vous de trouver un contrat. Donc vous êtes placé en recherche de contrat, vous n'êtes pas encore admis. Et donc vous avez 6 semaines pour trouver votre contrat, et les résultats de cette recherche de contrat seront disponibles sur la plateforme le 13 juin, c'est-à-dire plus tard que pour les formations classiques, justement pour laisser le temps de trouver ce contrat. Un petit détail, c'est-à-dire que trouver un contrat, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire s'être rapproché d'une entreprise, lui avoir dit, regardez, j'ai une attestation de mon master qui dit que telle ou telle formation m'a retenu, est-ce que ça vous intéresserait que je sois en alternance chez vous? Si l'entreprise vous dit oui, vous avez le contrat ou la promesse d'embauche, vous la téléversez dans mon master. Si l'établissement la valide, c'est-à-dire que l'établissement dit oui, ça correspond bien au master que vous voulez intégrer, dans ce cas-là, vous recevez vos réponses à partir du 13 juin. Voilà tout ce qui se passe avant le 13 juin. Et le 13 juin, ce qui peut se passer, c'est la même chose que pour les formations classiques, c'est-à-dire que vous pouvez soit recevoir une proposition d'admission, si vous avez déposé votre contrat et que ce contrat a été validé, soit être sur liste d'attente s'il y avait un certain nombre de candidats mieux placés que vous. Voilà, donc la grosse différence, c'est celle-là. Pour la phase complémentaire, c'est intéressant de savoir que vous pouvez continuer donc à, comme je le disais tout à l'heure, à jouer avec vos candidatures de phase principale pour l'alternance aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas que ces 6 semaines, bien entendu, pour trouver votre contrat. Ces 6 semaines, si par chance vous arrivez à trouver votre contrat, ça vous permet d'avoir une proposition d'admission dès la mi-juin, et donc ensuite de pouvoir l'accepter et partir en vacances. Si vous n'avez pas encore trouvé de contrat, bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez participer à la phase complémentaire, et donc chercher un contrat jusqu'à la toute fin de la procédure Mon Master, c'est-à-dire jusqu'à fin août. Et même dans ce cas-là, si vous n'avez pas de contrat fin août, c'est pas forcément terminé. Vous pouvez vous rapprocher de l'établissement et l'établissement peut vous inscrire parce que d'après le Code du travail, vous avez jusqu'à 3 mois après le début de la formation pour trouver votre contrat. Voilà, donc vous avez bien sûr plus que ces 6 semaines pour trouver un contrat d'alternance. Néanmoins, c'est très intéressant de le trouver à ce moment-là parce que vous pouvez avoir une réponse ferme et définitive de l'établissement dès la mi-juin, plutôt que de rester dans l'incertitude pendant tout l'été. Merci. Une question? Oui. Vous confirmez que la promesse d'embauche suffit, en fait Alors, là c'est pas mal à la main des établissements. Ce qu'on va essayer de mettre en place, alors on ne l'a pas mis en place pour la rentrée 2024, on va essayer, là le temps est un peu court, mais on essaye de mettre en place pour 2025 la possibilité pour les établissements de préciser exactement quel type de documents ils attendent. Mais pour la plupart, oui, la promesse d'embauche suffit parce qu'effectivement, on ne signe pas forcément le contrat, juste sur la foi de l'attestation d'admission dans telle ou telle formation. Mais encore une fois, c'est vraiment la main de l'établissement. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais juste savoir, du coup, par rapport à l'alternance, du coup, vous avez dit qu'une fois le délai de la formation initiale passé, pour la formation à l'alternance, on recevait une proposition, du coup, juste 1 mois après, c'est ça? Alors, pour redonner les dates, parce que effectivement, j'ai peut-être été un peu rapide, le 2 mai, les candidats qui ont postulé dans les formations d'alternance reçoivent ou non un placement en recherche de contrat. C'est-à-dire que l'établissement dit oui, votre profil nous intéresse, ou non, malheureusement, votre profil ne nous intéresse pas. Si c'est oui, vous êtes placé en recherche de contrat, ce qui veut dire que maintenant, à vous de jouer, trouvez votre contrat. D'accord. Et à aucun moment, ça veut dire qu'on est en lien direct avec l'établissement, on est en lien avec l'établissement que via mon master. Que via mon master. Le dépôt du contrat, si vous le trouvez pour le faire valider par l'établissement, il se fait aussi dans mon master. Donc vous trouvez votre contrat, vous le déposez dans mon master, et c'est mon master qui le transmet à l'établissement, et c'est toujours via mon master que l'établissement vous dit c'est bon, ce contrat il correspond à la formation ou pas. D'accord, donc en fait il n'y a pas du tout d'aide de la part de l'établissement quelconque pour... Alors il peut se passer, et de fait il se passe des choses hors plateforme. Pas le dépôt, comme je viens de vous le dire, mais par contre effectivement certaines formations de master aident les candidats qu'ils ont retenus à trouver un contrat. C'est même très fréquent. Donc n'hésitez pas, effectivement, vous avez toutes les coordonnées des responsables de formation sur mon master, sur la partie portail d'information de mon master. Donc si vous êtes placé en recherche de contrat, n'hésitez pas à contacter le responsable de la formation pour savoir si l'établissement a mis en place justement un dispositif d'aide à la recherche du contrat. Ça existe, ça existe. Mais alors ça, par contre, cette partie qui est un peu informelle, c'est pas géré par mon master.
Vous avez raison, vous pouvez être invité à des forums, à Oui. du speed dating, pour rencontrer des entreprises, etc. Ça dépend des établissements. Ouais. Et ils vous contacteront via mon master. Ou via votre adresse mail d'ailleurs, puisqu'ils ont accès dans les informations demandées à votre adresse mail. Si on est accepté, du coup, on a un apprentissage sur plusieurs écoles, c'est en gros, on a combien de temps pour répondre le 2 mai quand on reçoit les réponses? Alors, le 2 mai, encore une fois, c'est les placements en recherche de contrat. Si vous avez 5 ou 6 réponses favorables, vous n'avez pas besoin de vous prononcer. Vous pouvez vous mettre en recherche de contrat pour 5 ou 6 formations. Vous aurez à vous prononcer donc le 13 juin, c'est-à-dire là où, au moment où vous recevez une proposition d'admission. Une proposition d'admission, c'est-à-dire que l'établissement vous dit, vous avez été placé en recherche de contrat, vous avez trouvé un contrat, vous l'avez déposé, je l'ai validé, et en plus, votre rang de classement fait que vous êtes bien classé. Là, vous recevez une proposition d'admission. Vous recevez une proposition d'admission, donc le 13 juin, et là, les règles du jeu sont les mêmes que pour les formations classiques. Vous avez d'abord J+3, puis J+2, puis J+1 pour vous prononcer. D'accord. Et est-ce que le 2 mai, on peut avoir des choix qui sont sur liste d'attente? Non. Non. Non, là, le principe de la liste d'attente, c'est vraiment pour les propositions d'admission. Le 2 mai, ce qui se passe, c'est que vous avez 2 types de réponses possibles. Non, désolé, votre profil ne correspond pas à la formation. Ou, oui, vous pouvez chercher un contrat. Vous êtes placé en recherche de contrat. Par rapport à ça, en fait, je suis en alternance depuis Oui. 3 ans. Et sur Parcoursup, on m'avait dit d'aller le plus vite possible pour trouver un contrat. Et j'avais dû valider l'école avant même les résultats Parcoursup de l'initiale. Est-ce que ça se fait aussi comme ça? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que le 13 juin qu'on devra déposer le... Au plus tard le 13 juin. Alors, idéalement, 8 jours avant le 13 juin, parce que les établissements ont J+8 de leur côté pour valider le contrat. Donc, comptez, si vous arrivez à déposer le contrat une semaine avant le début de la phase d'admission alternance, c'est mieux. Et comme il n'y a pas de liste d'attente, du coup, c'est le premier arrivé comme ça? En fait, non, puisque ce qu'on a mis en place là, dans cette période de 6 semaines, c'est une période un peu, j'ai envie de dire, neutralisée, où les candidats ne reçoivent pas de proposition d'admission. Donc pendant 6 semaines, tous les candidats, ni premier ni dernier, en fait, sont mis à la même enseigne, c'est-à-dire que vous cherchez un contrat et vous le déposez, et il est validé ou pas. Et ce qui fera la différence entre les différents candidats le 13 juin, c'est pas le premier arrivé, premier servi, c'est votre rang de classement. Est-ce que l'établissement a trouvé que votre dossier était fabuleux et vous êtes classé première, ou un peu plus fragile et vous êtes classé 40e ou 50e. Donc c'est pas la date de dépôt du classement, en tout cas pas à ce stade, qui joue, mais le rang de classement. Par contre, effectivement, si vous ne trouvez pas de contrat durant cette période de 6 semaines, et que vous continuez à chercher pendant la période grise, la période de la phase complémentaire, là, effectivement, ça sera un principe qui se rapproche de ce que vous dites, du premier arrivé, premier servi. Si je résume, on n'est pas prioritaire parce qu'on a trouvé une entreprise. Pas en tout cas au titre de la phase principale d'admission, oui, tout à fait. Par contre, ça permet encore de préciser les choses, si on n'a pas trouvé d'entreprise, on ne recevra pas au titre de la phase principale d'admission de proposition d'admission. Disons que ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour recevoir une proposition d'admission, d'avoir trouvé un contrat. D'accord. Question? Oui, juste pour éclairer mes doutes, du coup, la plateforme Mon Master n'a rien à voir avec les autres stages. Non, non, du tout. Ça, c'est vraiment charge à l'étudiant, possiblement avec l'aide de l'établissement, de chercher un contrat et puis de le déposer dans la plateforme. On peut prendre une dernière question. Oui? Alors, au risque de répéter un peu ce qui a été dit, je suis pas sûre d'avoir tout bien compris. Si, par exemple, dans la phase principale, je suis en liste d'attente, si je ne m'inscris pas à la phase complémentaire, il se passe quoi le 16 juin? Parce que j'avais l'impression qu'il fallait absolument se mettre en phase complémentaire pour que ça continue. Alors, ça dépend. On parle de alternance ou hors alternance? Hors alternance. Hors alternance, le cas le plus simple. Ce qui se passe, c'est que, donc, comme je l'ai expliqué, si vous avez des propositions d'admission pendant la phase principale, vous pouvez les accepter provisoirement ou définitivement. Si vous l'avez accepté définitivement, ça peut s'arrêter même avant la fin de la phase rose, parce que voilà, vous avez dit oui, tout est terminé, vous inscrivez. Alors, je le souligne, hein, ne pas oublier d'aller s'inscrire auprès de l'établissement. Mon master est une plateforme d'admission, pas d'inscription. Donc, il y a toujours cette phase, qui est importante, indispensable, d'inscription administrative auprès de l'établissement à faire après. Voilà.
je n'avais pas insisté là-dessus. Si vous avez accepté provisoirement et que vous ne participez pas à la phase complémentaire, c'est-à-dire que vous ne classez pas par ordre de préférence toutes vos candidatures, alors votre acceptation provisoire devient définitive, automatiquement. Et là, eh ben, rebelote, il faut aller s'inscrire auprès de l'établissement. Donc si on était sur liste complémentaire, juste, en liste d'attente, uniquement, on n'a rien après le 16 juin. Et si vous ne participez pas à la phase complémentaire, oui. Donc là, effectivement, si vous n'avez eu aucune proposition d'admission pendant la phase principale, surtout, participez à la phase complémentaire. D'autant que, comme je le disais, outre vos places sur liste d'attente, vous pouvez candidater dans de nouvelles formations. Et donc, multiplier vos chances. Merci beaucoup à notre intervenant pour toutes ces réponses et ces conseils. Merci pour vos questions. Et le salon n'est pas terminé. Vous pouvez retrouver mon master sur leur stand. Merci et bonne fin de salon à toutes et à tous. Merci à tous.